Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Bienvenue à tous, nous sommes avec Benjamin Mérand. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le thème de l'émission sera sur le coaching familial, le coaching de couple. C'est ce que tu es coach familial, coach en relation familiale, c'est ça. Et je vais te demander de te présenter un peu ton parcours, une petite minute pour voir un peu qui tu es et ce que tu apportes en tant que coach de famille et coach de couple, de particulier. Ok, alors j'ai une formation qui n'a rien à voir avec le coaching. Au début, j'ai fait une école hôtelière et après une école de commerce. J'ai travaillé dans l'industrie hôtelière pendant des années et lors d'un déplacement à l'étranger, j'ai travaillé dans une ONG où j'accompagnais des jeunes entrepreneurs en Europe de l'Est. En rentrant en France et ayant aimé cette expérience, je me suis proposé en tant que mentor dans différentes organisations qui accompagnent des startups. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait rencontrer des personnes, des coachs notamment, qui étaient aussi des mentors pour des startups. J'ai fait une première formation et j'ai commencé en faisant du coaching professionnel, notamment dans la transition professionnelle. Et finalement, comme l'anglais est ma deuxième langue maternelle, une amie coach m'a envoyé un couple pour que je puisse les aider parce que je parlais les deux langues. C'était un couple franco-américain et j'ai adoré ce travail-là avec eux. Je me suis formé après dans des outils plus spécifiques au coaching de la relation. Et puis maintenant, je suis spécialisé dans l'accompagnement de couples et de familles avec des enfants à partir de 5 ans. Très bien. Alors je vais déjà témoigner personnellement, parce que je t'ai accompagné, j'ai eu la chance d'accompagner dans une famille pour voir un peu comment tu fonctionnais. Et contrairement à beaucoup de coachs, tu ne reçois pas dans un cabinet, en tout cas dans un premier temps, mais en tout cas tu vas dans la famille et tu t'installes dans la famille pour voir un peu leur environnement de travail, comment ils fonctionnent ensemble. Et tu fais vraiment un coaching familial avec les enfants, comme tu as dit. C'était très, très instructif. Donc, on va en parler dans les détails de cette dynamique de la relation. Et on va commencer par ça, dans cette première partie de l'émission. Comment ça se passe, une séance de coaching? Quelle est ton approche et qu'est-ce que tu apportes peut-être de différent par rapport aux autres coachs que je fréquente et que j'ai vus jusqu'à maintenant? Alors, je vais pas savoir dire moi ce qui est différent chez moi que chez les autres, mais je peux expliquer ma démarche et ce qui m'intéresse dans ce que je fais. La séance à laquelle tu as assisté, effectivement, j'ai rendu visite à une famille. Quand il y a des enfants qui sont jeunes, en dessous de 12 ans, je propose toujours d'aller dans le cocon familial parce que ça peut être très intimidant pour les enfants de les sortir de leur contexte. Donc, j'adore travailler avec les jeunes enfants parce que quand ils sont dans la sécurité de leur contexte, pour le coup, c'est eux qui sont beaucoup plus rapidement sincères et authentiques. Donc ça permet, ce sont les petits enfants qui permettent aux grands de prendre la parole plus facilement par la suite. Pour parler de la dynamique de la relation, chaque être humain, par rapport aux formations que j'ai suivies, mais je ne vais donner ici que mon interprétation des choses. Un enfant entre l'âge de 7 et 9 ans va vivre des émotions fortes, que ce soit dans le cadre de ses relations familiales, que ce soit en regardant un film, ou parfois ça peut être un épisode qui se passe à l'école, qui va créer une émotion très forte et qui va créer une blessure très forte. Et cette blessure, elle est invisible, mais pour se protéger après de cette blessure, un individu, j'en fais partie, va créer des mécanismes de défense inconscients. Et ce sont ces mécanismes de défense qui prennent le contrôle de l'individu et qui vont être très 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 actifs dans le cadre de relations. Et les personnes avec qui on est le plus en relation au quotidien, c'est dans le cadre de la famille. Donc ce sont les conséquences de ces mécanismes suite à ces blessures dans le cadre de la famille qui m'intéressent. C'est ça. Et donc ça va te permettre, toi, d'analyser ces mécanismes qui sont inconscients, mais que tu vas faire venir au conscient des gens, et notamment des enfants au départ. Alors,
Je ne sais pas si c'est moi qui les analyse. En tant que coach, ma posture, elle est d'accompagner. J'ai des outils, une palette d'outils, et je me compare souvent à un coach sportif. Je sais comment fonctionnent les machines. D'abord, je vois quelles sont les intentions des personnes, et là, je les accompagne un petit peu pour les aider, parce que souvent, quand ils font appel, ils savent qu'ils sont malheureux, mais ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. Parce que, comme je parlais de blessures, l'intention primaire, c'est vraiment de se défendre, de se protéger. Donc, de leur demander, est-ce que tu as envie d'être en paix, serein, heureux, confiant, en sécurité? C'est pas toujours facile à dire. Et donc, d'abord, fixer des intentions, et après, je les accompagne pour les atteindre avec les outils que j'ai. Et c'est par la prise de conscience des mécanismes qui sont inconscients. Et petit à petit après, c'est de reprendre le contrôle de ce qui se passe. C'est très difficile, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de volonté, mais petit à petit, de comprendre ce qui se joue, et au lieu de se faire avoir par des réactions spontanées, d'avoir des réactions qui sont volontaires, réfléchies. C'est ça, en fait, c'est par des mécanismes de questions, puisque tu vas poser des questions sur les émotions, notamment les ressentis, par rapport à différents types d'émotions et d'événements qui vont faire que la personne va s'ouvrir à toi et même en plus aux autres qui sont là, des membres de la famille qui ne sont même pas au courant que la personne, que ce soit l'enfant ou le papa ou la maman, ont ressenti telles et telles émotions par rapport à un événement qui s'est passé, alors que pour eux, c'était anodin, on va dire. Alors, si on prend un système familial, donc des parents et des enfants, quand un enfant a cette première blessure, les mécanismes de défense inconscients agissent comme des masques. Donc, on se cache derrière un masque. C'est d'actualité. Comment ? C'est d'actualité. C'est d'actualité. Et donc l'exercice, à travers des questions assez banales, assez simples, auxquelles les membres de la famille répondent assez facilement, ils découvrent eux-mêmes, parce que tu parlais de s'ouvrir aux autres, mais finalement, ils se découvrent eux-mêmes quelle est la vérité derrière le masque. En se découvrant eux-mêmes, ils se montrent authentiques aux autres, ça motive les autres à être authentiques. Et ce qui va se jouer quand chacun fait tomber le masque et se montre avec sa vulnérabilité, ça donne la place à des relations qui vont être vraies, authentiques, et surtout, ça va permettre les uns et les autres de s'accepter. Au lieu de se défendre les uns des autres, au lieu d'être dans un rapport de force, ça va être un apport de force, et où on va pouvoir se soutenir les uns les autres, se comprendre, s'accepter, tout en étant très différents les uns des autres. C'est ça. Et en plus de ça, tu as aussi le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, chacun se replie sur son téléphone portable, donc s'enferme dans sa chambre et ne communique plus. En faisant cet exercice de communication ensemble, ça permet de lâcher le portable et de se remettre dans un dialogue familial que l'on a perdu. La plupart des familles l'ont perdu. Parce qu'il n'y a plus de communication où on s'assoit dans un salon ou autour d'une table et en parlant pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble. Alors, il y a des familles où il y avait des dialogues comme ça, mais il y avait malheureusement aussi d'autres familles où c'est le père de famille ou la mère de famille qui fait un monologue et les autres écoutent. C'est pas parce que les gens restent autour de la table qu'il y a forcément de la communication dans la famille. C'est vrai aussi. Mais je parlais tout à l'heure de montrer sa vulnérabilité, son authenticité. Quand je cherche à me défendre, ça crée du désintérêt de la personne qui, elle, va chercher en face à se défendre aussi. Si je me montre réellement dans ma vulnérabilité, je peux générer la curiosité de l'autre. Et en fait, ce qui est merveilleux comme changement dans une famille, c'est quand la méfiance se transforme en curiosité et en ouverture. Et c'est vraiment ça qui se passe. Et donc, le téléphone portable, les ordinateurs, les consoles, mais même les livres, ce sont des échappatoires. L'imaginaire est un échappatoire pour une réalité qu'on cherche à fuir. Une fois que cette réalité devient quelque chose qui attise notre curiosité, les livres peuvent être un magnifique espace pour se renseigner, mais les êtres humains présents à la maison ou à l'école
ou au travail. Moi, je travaille avec la cellule familiale, mais la relation existe partout. Et le travail que je fais dans une famille peut se faire dans n'importe quel système. C'est vraiment transformer cette méfiance en curiosité. Et donc, ça permet, oui, à terme, de poser le portable pour ne pas avoir peur, mais avoir envie d'aller vers l'autre. C'est ça, ça permet aussi une empathie par rapport à ce qu'on se rend compte que son frère ou sa mère ou son père vit ou son enfant vit parce que on l'a jamais compris comme ça. Et ça permet donc cette ouverture, comme tu dis, empathique vers l'autre et de dialogue, finalement, de compréhension de l'émotion et donc des besoins qui sont incompris le plus souvent. Si on prend l'exemple d'enfants à l'école, il faut toujours avoir l'air le plus fort. Il faut chercher à dominer. C'est souvent, en tout cas, un sentiment qui est présent et dans ces années charnières dont je parlais, entre 7 et 9 ans, l'enfant naïf, ouvert, aimant, va devenir soit une victime, soit une brute. Et il y a beaucoup des caractères qui se forment dans ces années entre le CE1 et le CM2. J'ai perdu l'idée de ce que je voulais dire, mais je vais me rebrancher sur les enfants. Si les enfants peuvent, s'il y a un enfant qui ose le premier face à une situation dire « Ah bah ça provoque ça chez moi » et que ce soit pas une réaction où on cherche à avoir l'air le plus fort, mais au contraire à dire vraiment quelle émotion on ressent, ça laisse la place aux autres d'exprimer les leurs. Et donc, finalement, l'authenticité génère presque automatiquement l'empathie, parce que ça laisse la place à son authenticité à soi, ça laisse la place à la différence, à ce qui nous rend unique, et ça attise tout de suite une curiosité et une ouverture saine. Est-ce que tu travailles aussi dans les écoles ? Est-ce que tu travailles déjà par exemple avec une classe entière Non, je n'ai jamais. Alors moi, il y a une chose que je rêverais de faire, c'est de travailler avec des enfants autistes. Je n'ai jamais eu l'occasion. Quand j'ai travaillé avant, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des enfants trisomiques. Et en travaillant avec des enfants trisomiques, je me suis rendu compte que il y a un mur invisible, simplement malheureusement parce que ils ne font pas partie de la société, surtout en France. J'ai voyagé en Espagne. En Espagne, on voit beaucoup plus de gens handicapés, trisomiques, différents, qui sortent de la norme. En France, ils sont beaucoup plus cachés. Et je trouve que les personnes qui sont distinguées, qui sont stigmatisées, je parle de handicap visible ou en tout cas nommé, mais après, on peut parler de mixité sociale, on peut parler de différence d'âge, mélanger des enfants d'âge différents, mélanger vraiment, avoir des personnes qui ne se croisent jamais, de les mettre ensemble et de les faire se rencontrer. J'ai encore oublié la question du début. Je me suis perdu dans mon récit. Je suis très impressionné par ce contexte de radio. Mais si tu peux me redire quelle était la question de départ. La question de départ, c'était tout simplement d'ouvrir la relation à l'empathie avec l'autre et la vulnérabilité dont tu parlais pour que un enfant ou un membre de la famille ne soit pas dominant par rapport aux autres, parce qu'il y a cette envie d'être le plus fort et qui va se transformer soit en bourreau, soit en victime, parce qu'il y aura toujours un bourreau et une victime quelque part. Et c'est ça qu'il faut arriver à régler dans cette relation familiale ou cette relation scolaire qui va se refléter sur la famille également, dans la famille. En tout cas, ce que j'essaye moi de régler, c'est que les gens ne soient pas, comme je disais tout à l'heure, dans un rapport de force, ne soient pas l'un contre l'autre, mais plutôt l'un avec l'autre. Parce que on peut être dans une famille de 12 personnes, on peut être dans une classe où il y a 40 élèves et se sentir très seul. C'est ce sentiment de solitude, ce sentiment où on a besoin de se protéger inconsciemment, qui crée des difficultés et qui est effectivement exacerbé par le téléphone portable, par les réseaux sociaux, où les interactions en physique sont de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Mais je me suis rappelé de la question de tout à l'heure, c'était si j'avais déjà travaillé avec une classe. Et non, je n'ai jamais travaillé avec une classe, mais ça m'intéresserait ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens qui sont différents, qui sont stigmatisés pour faire, je l'espère, il faudrait que j'en fasse le test, mais tomber cette notion qui pour moi est induite par la société de stigmatisation. Et au contraire, que toutes ces personnes qui se sentent exclues, qui se sentent à part ou qui se sentent différentes, de se sentir uniques
de la même manière qu'un frère et une sœur sont chacun uniques dans une famille, même s'ils sont d'une manière que la société les décrit valides, ils sont aussi différents l'un de l'autre, je pense, en tout cas j'en suis convaincu, qu'un enfant autiste d'une personne qu'on considère valide. C'est ça. Et donc, quand tu vas dans une famille, quelle est au départ la situation que tu vas rencontrer et vers quoi tu vas tendre pour pouvoir dénouer la situation de manière à ce qu'on ait une harmonie dans la famille finalement? Alors, dans n'importe quel système et dans une famille en particulier, la situation que je trouve en arrivant souvent, ce sont des individus, que ce soit les parents ou les enfants chacun de leur côté, qui sont seuls avec leurs problèmes, qui se disputent, et il y a souvent un point de départ. Donc il y a une dispute souvent entre le père et la mère, qui va se répercuter entre, par exemple, la mère et le fils, qui va se répercuter après entre le fils et sa sœur, et ça part en cascade. Je vois des personnes qui se protègent, qui se cachent, qui ne savent pas faire autrement que de se cacher, de se protéger. Et je vais essayer de faire en sorte de créer un contexte sécurisé pour qu'ils puissent s'exprimer de façon authentique, avec des outils qui leur permettent de vraiment s'exprimer en sécurité avec un objectif connu de tous. Il faut un premier qui va passer par cet exercice-là. C'est des exercices simples au début et qui après s'intensifient. Et ça permet en fait à la famille de se découvrir. Juste, tiens, je savais même pas ça à propos de ma sœur. Je savais pas qu'elle avait peur de quelqu'un dans sa classe ou qu'elle était jalouse de sa cousine. Et après, il y a des choses qui surgissent. Celles-ci sont complètement inattendues. Mais quand chacun découvre la vulnérabilité de l'autre, il a aussi l'opportunité d'être bienveillant vis-à-vis de l'autre. Alors que si l'autre est sûr de lui et est perçu comme une brute et perçu comme un être impénétrable, c'est plus difficile. On a envie surtout de cacher sa vulnérabilité. Parce qu'on est dans un triangle de Karpman aussi, où on a souvent la victime, le bourreau et le sauveur, et peut-être le papa sévère, la maman sauveuse et le fils ou l'enfant qui va jouer la victime auprès de l'un et de l'autre, et ça tourne comme cela en rond à chaque fois. Alors, moi j'appelle ça le triangle de Karpman, le triangle dramatique. Donc c'est un triangle où les émotions et l'inconscient ont le dessus. Il y a effectivement 3 rôles: le bourreau, la victime et le sauveur. Ce que je vois se jouer, moi, dans les relations, c'est que chaque individu passe tour à tour du rôle de victime au rôle de bourreau, oui, au rôle de sauveur. Et c'est facile de donner le rôle de victime à la maman ou à l'enfant et le rôle de bourreau au papa. Ça change. L'enfant bourreau existe, bien sûr, avec des parents qui sont victimes, qui savent pas comment faire. Ça peut être le père victime, la maman bourreau. Ça dépend des caractères des uns et des autres. Mais ce que je vois le plus, c'est finalement, on passe d'un fauteuil à l'autre, dans une relation ou dans une autre, plusieurs fois dans la journée. Et tout l'exercice pour moi, c'est finalement de prendre du recul. Imaginez ce triangle, si on est dedans, et si on arrive à le dessiner sur une feuille et à reculer par rapport à cette feuille et de voir ce qui se joue. Très souvent, les gens ne se reconnaissent pas quand ils sont filmés. Et c'est exactement l'exercice que je propose, c'est de permettre aux personnes de se voir de loin pour voir ce qui se passe et de voir à quel point c'est l'inconscient qui tire les ficelles. Et donc, après, voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans cette situation à la place de ce qui est en train de se passer ? Et au lieu que ce soit l'inconscient qui décide, petit à petit, les individus, les acteurs, choisissent de comment ils veulent être. Pour ne pas rentrer sur un terrain de guerre ou pour sortir du terrain de guerre, on va d'ailleurs en parler en deuxième partie de l'émission. On va prendre une pause musicale maintenant et on va parler de ce terrain de guerre de l'inconscient dans lequel les individus se placent en général quand ils sont en rapport et en relation avec eux. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Benjamin Meyrand. Benjamin, merci d'être là. Et on parlait donc des relations et notamment des relations que l'on a avec les autres. Et pour l'inconscient, ça devient comme un terrain
Un terrain peut-être périlleux, dangereux, un terrain où on va être en combat, en conflit avec les autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment est-ce que tu travailles avec ça? Alors, je voudrais expliquer un petit peu cette notion. J'expliquais tout à l'heure en début d'émission qu'on a une blessure et qu'on développe des mécanismes de défense pour protéger cette blessure, et ces mécanismes fonctionnent de manière inconsciente. Donc, dans une relation, l'inconscient, dans le cadre d'une relation, l'inconscient, il est au taquet, il a ses armes dans les mains et il est prêt à faire la guerre avec n'importe qui pour surtout protéger cette blessure. Donc, la relation, je la décris comme un terrain de guerre pour l'inconscient. Mais, par ailleurs, c'est un superbe terrain de travail pour le développement personnel. Parce que c'est là où l'inconscient qui agit pas comme on voudrait, qui nous a rendu service quand on était enfant, et merci à cet inconscient, et heureusement qu'il était là à ce moment-là. Je prends l'exemple de certains enfants qui ont vécu des choses très difficiles, des situations de guerre ou des situations d'abus, et qui se sont bouchés les oreilles ou se sont protégés d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, c'était nécessaire. Et un enfant de 7 ans n'a pas les clés d'une personne adulte mûre pour se défendre autrement. Mais quand on est adulte et qu'on ne veut plus de cette situation-là, qu'on veut reprendre les choses en main et se développer personnellement, c'est le but du coaching, en tout cas du mien, eh bien, la relation, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que c'est là où, tous les jours, tout le temps finalement, sauf si on habite seul en haut d'une tour, eh ben, on a des opportunités de travail constantes. C'est ça, ce sont des opportunités de travail, c'est un cadeau, comme tu dis, qui est très important de le prendre comme tel, parce que beaucoup de gens prennent les relations avec les autres comme étant des conflits, malheureusement, et sont constamment en conflit, que ce soit au travail ou que ce soit chez eux. Et donc ça ne matche pas, ça ne colle pas. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cet accompagnement, justement. Un conflit, si on doit le subir, c'est terrible. Horrible. Si c'est un obstacle qui nous permet finalement de grandir, de progresser, c'est super. Donc il y a des situations qui sont très inconfortables, mais de quelles on va sortir grandi. Et c'est l'intérêt, en tout cas moi, du coaching que je propose, c'est quand on est très mal dans une situation, mais qu'on veut se prendre en main, moi je vous propose de vous accompagner pour que vous puissiez sortir grandi, que vous transformiez cette expérience qui est blessante en une expérience qui est enrichissante, pour que vous deveniez une personne que vous avez envie, la personne que vous avez envie d'être, et vraiment responsable de ce qui vous arrive et de vos décisions. Que ce soit pas l'inconscient qui prend des décisions tout le temps. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent par rapport à, parce que des fois quand on parle d'inconscient en tant que coach, en tant que hypnothérapeute, on sait comment ça fonctionne, mais ceux qui nous écoutent parfois se disent mais de quoi ça parle? C'est quoi cette histoire d'inconscient et de conflit peut-être inconscient, et comment est-ce que concrètement, est-ce que tu as un exemple que tu peux nous donner? Je vais donner 2 exemples. Ok. Je travaille avec des familles, donc je vais prendre un exemple qui s'adresse aux familles. Il y a des familles qui, tous les matins, arrivent devant les grilles de l'école avant l'ouverture de la grille. Et il y a des familles qui, quasiment tous les matins, arrivent en retard. Et elles sont persuadées qu'elles ont tout fait pour être à l'heure. Sauf qu'ils ne sont jamais à l'heure. Ça s'applique aux familles à l'école, mais il y a des personnes qui sont toujours en retard. Et qui sont convaincus, intimement convaincus, que c'est pas de leur faute s'ils sont en retard. Moi, j'ai envie de leur dire, et s'il y avait $1 million à gagner en amenant votre enfant à l'école tous les jours de l'année, est-ce que votre enfant serait à l'heure tous les matins? Il y a des chances que oui. Je pense que s'il y avait $1 million à gagner, l'enfant serait à l'école tous les matins. Donc, il y a quelque chose qu'ils ne font pas pour que leur enfant soit à l'école le matin. Et c'est là où c'est l'inconscient qui agit, qui va prendre des micro-décisions. Oui, on a le temps d'aller aux toilettes. Oui, on a le temps de regarder un épisode de la série en plus. On a le temps de faire des choses. Ce sont des micro-décisions qu'on prend sans en être conscient, qui nous mettent en retard tous les matins pour la famille qui est en retard. Ça, c'est un exemple. Après, l'inconscient, je suis dans la queue du supermarché et il y a une personne qui me double, qui cherche à passer devant.
on va pas tous réagir de la même manière. Mais quand il y a quelqu'un qui d'un seul coup a une énorme montée de colère et qui a envie d'attraper la personne et de l'acheter contre le mur, là, on peut pas dire que ce soit une réaction qui soit volontaire, réfléchie. C'est quelque chose qui est spontané et c'est quelque chose qui est guidé par l'inconscient. Il se passe un truc et on a une réaction qui n'est pas voulue. Tout ce qui n'est pas choisi, réfléchi, c'est quelque chose qui se passe dont on n'est pas conscient. Voilà. C'est un réflexe, un mécanisme qui a été appris par des expériences passées et par quelque chose c'est un mécanisme de défense contre une certaine injustice ou quelque chose qui s'est passé dans sa vie avant, qui fait qu'il réagit de manière très très brutale, spontanée et réflexe un peu animal comme ça. Ça peut être juste une imitation. C'est pas forcément moi je parlais des réflexes de défense, des mécanismes de défense, mais ça peut être simplement, on a l'habitude, on passe tout notre temps avec une personne qu'on admire et on commence à l'imiter, à parler comme elle. On ne choisit pas de le faire. On le fait par désir de synchronicité avec la personne, de synchronisation avec la personne. Il y a plein de mécanismes inconscients qui peuvent être positifs ou négatifs. Bien c'est sûr. Pas forcément quelque chose qui est négatif, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on fait de façon involontaire. Et c'est ça que moi j'appelle l'inconscient. Tout à fait. Et donc quand tu vas parler avec la personne et tu vas lui faire remarquer son comportement qu'elle fait de manière inconsciente et lui faire prendre conscience qu'il y a un comportement à changer ici. Alors, Dans les exemples le tout premier travail, je pose la question, est-ce qu'il y a des moments où vous réagissez de manière disproportionnée ? Typiquement, le super exemple, ah oui, quand il y a quelqu'un qui me passe devant dans la queue, je pète un câble. Très bien. Eh bien, là, on va aller creuser sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une émotion. Alors d'abord, il y a un fait, c'est qu'il y a une personne qui a marché en passant à côté de vous, qui était derrière vous, qui est passé devant vous. Ça, c'est un fait. Après, ce fait donne lieu à un jugement. Ce mec se fout de ma gueule. Et après que ce jugement, il y a une émotion. Quand quelqu'un se fout de ma gueule, ça m'énerve. Et après, il y a un comportement qui vient avec cette émotion. On essaye déjà de découper ce qui s'est passé dans le comportement disproportionné dans ces éléments-là. Et avec ces éléments-là, après, bon, je peux pas tout décrire, mais on va poser des questions pour petit à petit prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on veut faire à la place, comment on veut réagir pour pouvoir réagir en disant « Excusez-moi monsieur, j'ai vu que vous êtes passé devant moi, est-ce que vous êtes aussi dans la queue pour la caisse ?» Parce que ça peut être une personne qui était déjà passée, qui vient juste parce qu'il est allé peser ses mandarines. Ça peut être tellement de choses différentes. Quelqu'un qui sort sans achat, enfin bon. Mais juste d'être capable de réagir sereinement plutôt que de réagir dans la colère. Il y a beaucoup de personnes qui ont, je l'espère en tout cas, ces intentions-là. J'essaie de les aider, de leur donner des moyens pour qu'ils puissent, au lieu de réagir de manière inconsciente, involontaire, de choisir la manière dont ils vont réagir. Et donc il change après ça. Et donc après ça, y a un changement qui est manifeste et l'impact sur les relations est extraordinaire. Alors là, je vais parler de mon expérience personnelle. Bien sûr. Je redoute depuis des années les fêtes de fin d'année parce que les fêtes de fin d'année, je me retrouve avec mes parents, mes frères et sœurs et si on est ensemble pendant plus de 48 heures, il y a toutes les blessures d'enfance, toutes les charges émotionnelles accumulées qui se présentent et en fait, voilà, du fait que moi j'ai fait un travail sur moi et puis que mes sœurs me font confiance, donc elles ont aussi fait un travail sur elles et puis ça a eu un impact aussi sur mes parents. Cette année, on s'est retrouvés pour passer 3 jours ensemble et finalement, tout le monde est resté plus longtemps. On a passé 12 jours sans s'engueuler. C'est la première fois. Mais c'est chouette pour moi de voir l'impact sur ma vie personnelle des outils que j'ai mis en place. Que tu as mis en place avec ta propre famille finalement. Absolument, que ce soit mes parents ou mes enfants. J'ai 3 enfants et il y a des outils. Aujourd'hui, mes enfants sont en conflit, surtout mes 2 fils qui sont... il y a une rivalité qui est présente en permanence, mais ils ont des outils qu'ils savent déjà utiliser et j'ai envie de dire, le fait qu'ils aient des outils,
au lieu de fuir le conflit, ça leur permet d'aborder même un conflit de façon saine. Donc quand il y a une charge qui est présente, quand il y a un conflit, comme on sait comment le gérer, bienvenue au conflit. C'est ça, et donc ils ne te sollicitent même plus finalement, puisqu'ils vont régler ça entre eux, ou bien il y a quand même un apport, un arbitrage qui est demandé. Ça dépend de la force de la charge émotionnelle qu'ils ont. Si la charge émotionnelle qu'ils ont est trop forte, ils vont venir me demander du soutien. Sinon, quand c'est des petites charges, maintenant ils arrivent à le gérer seuls. Ils ont 8 et 10 ans. Mais quand la charge émotionnelle est trop forte et qu'ils se sentent complètement dominés, là ils viennent me demander du soutien. En fait, ce que tu fais, et c'est le but de tout coach et de tout thérapeute, c'est de responsabiliser la personne pour qu'elle prenne ses responsabilités, la responsabilité de ses actes, et puis donc elle puisse gérer sa vie de manière harmonieuse, quelle que soit l'origine ou quel que soit le conflit qui vient à elle. C'est, pour moi, ça serait très juste de résumer l'intention de mon travail avec ces mots-là. Effectivement, les personnes, si je devais parler de mon cas, je pense que quand j'étais enfant, je vivais comme un robot. Et je dirais que j'avais 5% de conscient pour 95% d'inconscient. Et j'ai fait tout un travail de développement personnel à travers les formations que j'ai faites et où j'ai découvert que je me plaignais beaucoup, j'étais très confortable dans un rôle de victime, que tout était de la faute des autres, du système, des parents. Je subissais cette situation, j'étais malheureux, mais j'étais confortable dans mon malheur. Et j'ai eu ce courage. Alors là, par contre, tout le monde n'a pas ce courage, ou tout le monde n'est pas prêt au même moment pour entamer un travail sur soi. Mais j'ai vraiment compris, à partir du moment où j'ai compris que j'étais responsable de ma propre évolution, j'ai compris que c'était ça le déclic. Donc les personnes, j'essaye de faire en sorte qu'elles, déjà au début, comprennent qu'elles sont responsables et que donc elles sont la clé de de leur bien-être. Et après, là il faut vraiment, c'est là qu'il y a un vrai travail de coaching. C'est très facile de vouloir baisser les bras et c'est toujours leur dire c'est ta responsabilité, c'est toi qui dois faire les pompes, c'est toi qui dois faire tous les exercices très difficiles pour te construire, pour être toi-même et pour dépasser ces moments d'inconfort. C'est ça, parce qu'il y a des gens chez qui, par exemple, lorsque on va essayer de les accompagner, vont toujours, ou en tout cas très souvent, rejeter la responsabilité sur le conjoint, sur l'enfant, sur ceci, sur le grand-père, la grand-mère, et finalement se dire mais c'est pas de ma faute, c'est eux qui doivent changer, c'est moi j'ai rien, je ne suis que la victime. Et ça se passe très très souvent comme ça, où c'est eux qui doivent en premier lieu aller voir quelqu'un finalement. Alors ça se passe uniquement comme ça. Uniquement comme ça, d'accord. J'ai pas souvenir d'avoir eu des personnes qui se sont présentées différemment. Une personne qui vient et qui me dit voilà, j'ai vraiment envie de faire un travail sur moi, c'est les pires. Parce que ce sont ceux qui manipulent encore plus. Donc ils se disent tiens, je vais utiliser cette technique pour encore mieux contrôler l'autre et encore mieux me défendre. Donc une personne qui vient, et ça arrive souvent, alors effectivement, dans une certaine majorité des cas, c'est la femme qui se présente en disant voilà, qui tire son mari pour avoir de l'aide. Mais finalement, le mari va être beaucoup plus conciliant dans les exercices parce que la femme n'avait pas prévu de se retrouver responsable de la situation à 50%. Donc, dans une relation, on est deux. On dit qu'il y a une expression en anglais qui dit « it takes two to tango » et c'est vraiment, on est deux dans une relation. Et même dans une relation d'abus, on parle beaucoup des pervers narcissiques, mais le pervers narcissique, il est actif face à un passif agressif. Et c'est très dur. Je suis très sensible, par exemple, aux situations des femmes battues ou de toutes les violences intrafamiliales. C'est vraiment très dur. Il y a des personnes qui ne savent pas les alternatives qu'ils ont, donc ils vont juste se défendre et rester dans cette situation-là. Mais dès qu'une personne prend conscience qu'elle a les moyens de se défendre, ça fait très peur. Mais c'est là qu'il faut prendre ses responsabilités et agir pour soi-même. Et c'est là que je peux intervenir.
Très bien. Alors on va justement en parler en détail dans la troisième partie de cette émission. Et on prend à présent une petite pause musicale. Merci beaucoup Benjamin. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Benjamin Meyrand. Benjamin, on parlait des conflits que l'on peut rencontrer dans un couple, dans une famille, qui sont dus à des gens qui se positionnent en tant que victimes, qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie finalement, de leurs actions, et la responsabilité aussi d'être un partenaire actif dans la résolution du conflit, et qui pensent que par un coup de baguette magique, quelque chose va se résoudre ou pas, et qui pensent aussi qu'ils font bien sûr appel à un thérapeute, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, et qui pensent que le thérapeute, c'est le magicien qui va tout résoudre. Or, le thérapeute ou le coach n'est pas là pour tout résoudre, n'est-ce pas ? Alors, j'adore faire le parallèle avec le coaching de la salle de sport. C'est pas le coach qui va faire les exercices de musculation, qui va faire les pompes ou les flexions. Nous, on est là parce que voilà, je connais le fonctionnement des outils. Je choisis des outils qui me paraissent adaptés par rapport aux personnes, par rapport aux situations. Mais c'est aux personnes de faire le travail. Et c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est pour ça que je trouve que le terme de coach est bien choisi, parce que vraiment, vraiment, je les encourage à faire leur travail, même quand il est difficile. Et si ça marche pas sur une séance, ben on réessaye la séance suivante. Mais ce n'est pas moi qui vais faire leur travail, et il n'y a pas de solution magique. Ça passe par un moment de construction qui est difficile et pénible. Et ça, c'est à chaque fois. Donc ça passe par vraiment faire face à des choses qui mettent dans l'inconfort, qui font peur et qui peuvent même demander un travail physique. Et qui donc vont accroître, qui vont induire une croissance personnelle automatiquement, parce qu'on va grandir, de même que quand on se muscle, ben on déchire le muscle pour qu'il puisse grandir. Là aussi, on va se déchirer pour pouvoir arriver à réparer un peu tout le tissu et tout ce à quoi on veut aboutir pour avoir un résultat final. Oui, alors après, d'expérience, ce qui est amusant, c'est que effectivement, on se fait vraiment, vraiment mal dans le sport. Dans le développement personnel, la peur est tout aussi présente, la pénibilité est tout aussi présente, mais il n'y a jamais de blessure, c'est-à-dire il n'y a jamais de muscle qui va craquer. On a très peur que le muscle craque, c'est tétanisant, donc l'effort à faire pour le dépasser est le même, mais il n'y a jamais vraiment de douleur, mais j'ai envie de dire, ça sonne l'esprit. On peut être dans un état où on se retrouve avec un sentiment d'être un peu saoul, ou un sentiment de fatigue énorme. Et quand on fait un travail sur la colère, oui, alors on peut perdre sa voix. Ça, c'est très fréquent. Parce que en fait, tu fais crier les gens, peut-être, ou est-ce qu'ils s'expriment devant les autres Exprimer sa colère, exprimer sa tristesse, c'est des choses qui sont très souvent présentes. Et donc, oui, les gens crient et les gens pleurent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors, je vais donner un exemple, c'est difficile parce que j'ai un devoir de confidentialité, mais je peux parler sereinement d'un couple avec lequel j'ai travaillé. Et c'est la femme qui vient complètement convaincue parce que son mari a des problèmes de violence et d'alcoolisme, il est dangereux pour les enfants, il est dangereux pour elle, elle ne se sent pas en sécurité. Et pourtant, elle l'aime. Donc, le mari vient parce que lui, il aime sa femme et ses enfants, mais lui ne voit pas où est le problème dans son attitude et dans son comportement. Et en travaillant avec cette famille, la femme a vu ses responsabilités. Comment, pour ne pas prendre ses responsabilités, elle accusait son mari, le père des enfants, comment elle victimisait les enfants, et il a fallu qu'elle prenne ses responsabilités, son envie à elle de quitter la cellule familiale, de partir loin, de prendre les enfants avec elle, de les éloigner du père qui, lui, avait un travail qui faisait qu'il ne pouvait pas partir. Mais au lieu d'accuser son mari de tout, petit à petit, déjà le remercier pour tout ce qu'il faisait. Et puis son choix de vie, c'était le sien. Et la violence ne venait pas de l'alcoolisme, mais venait de situations où elle, par sa manipulation,
pouvait créer des situations où la colère s'exprimait. Et donc, cette histoire, c'est vraiment pour moi a joliment évolué parce que cette femme a pris ses responsabilités, a exprimé son besoin de partir. Il se trouvait que pour le mari, écoute, moi, ça me paraît une bonne idée aussi, parce que j'aimerais bien, moi, ne plus être avec une personne avec qui je me prends la tête. Par contre, c'est important pour moi qu'on reste mariés, qu'on soit les parents des enfants. Et donc, ils ont réussi à trouver ensemble un accord sur leur mode de vie, un accord financier, et aujourd'hui, ils ont toujours des nouveaux challenges à gérer, mais en tout cas, cet énorme morceau qui durait depuis plusieurs années a été résolu. Grâce à la prise de responsabilité de la personne. Grâce à la prise de responsabilité de la personne, et ça a aussi permis au père qui, lui, agissait, en tout cas avec beaucoup de responsabilité, que sa responsabilité dans ce qu'il faisait de bien soit reconnue, et lui-même a pu avoir aussi une approche où il avait le choix de ce qu'il pouvait faire par rapport à ce qui lui était reproché. Après, il avait le choix. Et tu donnes le choix tout le temps, de toute façon, ou bien c'est eux qui choisissent ces solutions de toute façon? Moi, ce que j'essaie, c'est surtout de faire en sorte qu'on cale clairement des intentions. Et après, ils ont le choix des intentions qu'ils mettent en place. Et après, ils sont responsables. Moi, je fais tout, je les encourage, je leur donne énormément d'outils que j'ai à disposition. Mais c'est eux qui font le travail ou pas. Bien sûr. Et qui peuvent changer leurs intentions. Ça arrive. Et il n'y a vraiment pas de jugement négatif à avoir là-dessus. Une personne peut ne pas être prête, peut manquer de sécurité, en dépit de tout ce que j'essaie de mettre en place. Si une personne n'est pas en sécurité pour montrer sa vulnérabilité, pour pouvoir faire un travail, il faut attendre un petit peu. Voilà, les conditions ne sont pas réunies. Et ça, c'est possible et il faut vraiment le respecter. C'est pas un manque de compétence de ma part, c'est pas un manque de courage de la personne, c'est que les conditions ne sont pas encore là et c'est surtout au niveau de la sécurité, d'un sentiment de sécurité. D'accord. Et combien de temps, par exemple, quand tu vas prendre une famille en charge, combien de temps tu proposes, combien de séances tu proposes? Est-ce que tu as un type particulier ou bien c'est au fur et à mesure on voit? Qu'est-ce que tu proposes? Il y a un type particulier. Une des formations que j'ai suivies parle de l'émergence à travers un cycle de 6 occurrences. Donc, parfois, quand je vais poser des questions, je vais poser la même question 6 fois, où on va faire un exercice donné 6 fois, parce que à la 6e fois où la question est posée, à la 6e fois, on atteint une couche très intérieure où il y a d'où quelque chose peut émerger. Donc, le contrat que je propose au départ, c'est un contrat de 6 séances. Il y a une séance découverte, rencontre, où je me présente, j'explique ce que je fais, et après, la famille doit s'engager et payer à l'avance 6 séances. Parce que il est très fréquent, si c'est toujours le cas, de faire marche arrière, parce que les peurs sont très présentes, parce que l'inconscient est très actif, donc on va louper une séance, être en retard, ou ah oui, mais on n'a pas eu de bol, la voiture a été en panne, on n'a pas pu venir. Encore une fois, je dis, s'il y avait $1 million à gagner, je pense qu'ils auraient été là. Bon, là, il y a juste le prix de la séance qui a déjà été payé, mais c'est vraiment pour engager les personnes sur 6 séances, et là, on a une première émergence qui fait qu'après, ils peuvent se réengager. Après, on se réengage pour un nombre de séances, donner un rythme sur une durée. Donc, ça peut être 6 mois, 12 mois, je ne prends pas d'engagement sur une durée supérieure à 12 mois, et il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours un travail qui se fait. C'est un travail qui n'est jamais terminé, donc les familles après peuvent, le rythme pour certaines personnes c'est 1 à 2 fois par an, donc pour certains couples, voilà, ils vont me rappeler 1-2 fois dans l'année, ça fait du bien d'avoir un soutien sur un truc là en ce moment où ils ont besoin d'aide, où ils ont besoin d'être accompagnés. Mais ça peut se passer au bout rarement au bout de 6 séances, mais au bout de 12 séances. Et sinon, après, voilà, au bout de 12 pour certaines, au bout de 18 pour d'autres, ça dépend. Ça dépend des gens et ça dépend des résultats aussi qui arrivent au fur et à mesure du temps, plus ou moins rapidement dans ce que tu fais aussi. Ça dépend parfois.
le sentiment vraiment d'insécurité d'une personne peut faire que le travail doit se faire très doucement au début. Et donc, le travail, j'ai l'impression aujourd'hui, maintenant, que c'est vraiment le même quasiment pour tout le monde, que les étapes sont les mêmes. Mais il y a des personnes qui vont avoir besoin de 6 mois pour se sentir en sécurité. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus ou moins de temps. Il y a des personnes qui sont en sécurité dès les premiers rendez-vous. Et donc, on peut tout de suite rentrer dans le travail. Donc, le délai dépend vraiment du fait que la personne se sent prête à travailler de façon active. C'est ça, et j'ai vu aussi donc dans l'expérience que tu m'as fait partager que tu fais participer chaque membre de la famille, même des enfants, au coaching, donc participer le moyen de paiement qui peut ne pas être obligé d'être financier. J'ai trouvé ça très très intéressant, fascinant et impactant parce que chacun va participer à contribuer en tout cas à son propre bien-être et prendre sa responsabilité. Alors, quand j'ai moi commencé à faire du développement personnel en tant que client, je ne comprenais pas du tout pourquoi il fallait payer autant, pourquoi il fallait payer à chaque fois. Et j'ai découvert avec l'expérience que quand on fait un travail sur soi, il peut y avoir un mécanisme de protection de dévaloriser ce travail-là. Et ça arrive très fréquemment que l'excuse pour laquelle les personnes ne font pas de travail, j'ai pas les moyens, c'est trop cher. Et donc il y a un facteur pour moi qui est déterminant, c'est la valorisation du travail, c'est la valorisation de soi pour les clients. C'est de l'investissement qu'ils font pour eux, sur eux. Donc même les enfants, à travers quelque chose, je me base sur un talent qu'ils ont pour les valoriser. Donc un enfant peut chanter une chanson, faire un dessin, ou quelque chose les propositions sont très ouvertes, mais l'enfant doit faire un acte de service qui montre qu'il s'engage et qu'il met de l'effort dans le travail qu'il va faire sur lui-même. C'est magnifique et vraiment je te félicite pour cette approche-là, elle est top. Et alors Benjamin, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Je te remercie de cette très très belle émission. Merci de m'avoir invité. Et où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te contacter? Bien sûr, les auditeurs et auditrices peuvent me contacter pour avoir ton contact, mais si tu peux le donner ici directement, où est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, on peut me contacter par email ou par téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 20 65 89 70 et mon adresse email benme2ran@gmail.com. Je vous répondrai, je n'ai pas de site internet ou de page sur les réseaux sociaux. Ça viendra peut-être dans le futur. Merci beaucoup Benjamin. Merci également à Philippe à la technique. Je rappelle également que mon émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, que vous pouvez la visionner sur YouTube d'abord, je vous propose de vous abonner, de liker. Vous aurez cette émission prochainement sur les réseaux et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.